Merci d'accueillir pour les nouveaux venus Nicolas Philibert. Sa comparse Linda De Zitter sur le contre-mur et Milena Poggio, la productrice du film. Et Sarah, la distributrice. Voilà, les présentations sont faites. Nicolas, est-ce que tu veux nous dire 2 mots de présentation pour nous expliquer d'où vient celui-là par rapport aux 2 autres qu'on a pu voir, puisque certains nombre de gens sortent du 2e volet et que les autres ont sans doute déjà vu sur la Dame. Alors oui, petit sondage. Qui a vu sur la Dame? Ouais. Et qui a vu Averroès et Rosa Parks? Alors que donc mon Dieu. Alors d'abord, il faut que vous sachiez que cette projection, c'est la 2e fois que c'est la 2e projection publique de ce film, La Machine à écrire. Moi, je suis un peu perdu parce que je continue à promouvoir l'Adamant, qui sort dans différents pays étrangers, donc je fais des après-midi en visio, je parle de l'Adamant, après je parle de tel film, du 3e. Je suis un peu... bref, je ne sais pas très bien encore comment présenter ce 3e volet. Je pense que je vais d'ailleurs un peu botter en touche, comme on dit, parce que vous allez le découvrir. Il n'y a pas besoin. C'est compliqué de présenter les films. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Comme tout le monde connaît tes films, tu te laisses qu'on va voir. Laurent Chevalier, merci. Non, mais c'est vrai, c'est un exercice compliqué parce qu'il faut en dire un mot, mais sans trop le raconter, sans du tout le raconter. Bref, ce film a surgi, il est né pendant que je tournais sur l'Adamant. Je l'ai déjà expliqué à la séance précédente. C'était pas prévu. Et pour juste en dire un mot, c'est un film qui est comme ces 4 petites histoires. Je vais rentrer chez des patients. J'accompagne des soignants de l'Adamant qui font des visites à domicile. Et chaque fois, c'est pour moi la première fois que je rentre dans ces lieux. Voilà, donc il n'y a pas de repérage, pas de préparation, c'est du brut, de décoffrage. Voilà, merci beaucoup. Dominique est là, on peut y aller. Merci Nicolas Philibert, à tout à l'heure. Nicolas Philibert et Linda De Zitter. Bon, je me suis lancé un petit défi dans le couloir, donc non, on va partir de l'image qu'on vient de revoir, nous, sur les écrans de contrôle de Harold Lloyd, suspendu aux horloges. Parce que cette image qui intervient par hasard, enfin, il aurait pu choisir une autre œuvre, un autre tableau, tout ça, raconte quand même aussi en sous-texte le rapport que le film entretient avec le genre burlesque. Et en fait, quand tout à l'heure tu parlais des gens qui surgissaient, qui essayaient de s'imposer devant la caméra, pendant que tu parlais, moi je voyais le tout premier court-métrage de Charlot, la première apparition dans l'histoire du cinéma de Chaplin comme Charlot, et c'est exactement ça qu'il fait, Charlot. Ça s'appelle Kid Auto Races at Venice, California, c'est le titre. Et c'est un faux dispositif où on fait croire qu'on filme une course de voitures pour enfants en caisse à savon, quoi. Et il y a un type, un clochard, qui vient devant la caméra tout le temps. Et il fait ça pendant 10 minutes. Et il ne cesse de s'interposer pour qu'on ne filme pas le monde, mais qu'on le filme lui. Et en fait, dans ce film-là, le rapport au burlesque est quand même très présent parce que, au cœur du genre burlesque, il y a cette difficulté d'être au monde par le rapport à l'objet qu'on n'arrive pas à maîtriser, sur lequel des choses nous échappent et qui nous bloquent.
Ce qui fait que la tonalité de ce troisième volet me paraît effectivement assez différente des deux précédents, notamment parce que nous reconnaissons tous, je crois, dans ces difficultés avec les imprimantes, les ordinateurs, les cartes bleues que la machine retient. Et donc, est-ce que tu peux, dans un premier temps, me dire si toi, tu es d'accord avec cet horizon burlesque du film et comment tu as pu le travailler, j'allais dire, aussi bien dans les entretiens, il y a parfois de l'humour, même sur ta place, on reviendra peut-être, et puis sur ce rapport complexe aux objets et au monde. Disons que... Ça marche. Ça marche. Disons que j'ai un peu fait en sorte que j'ai un peu choisi parmi les visites que ces soignants font chez les gens, j'ai choisi un peu ces situations-là, autour d'un objet. Enfin, 3 visites sur 4, c'est autour d'un objet. Et la 4e aussi, il s'agit de faire un tri, c'est un peu différent. C'est pas quelque chose qui dysfonctionne, mais il s'agit de faire du tri. Voilà, c'est très intuitif, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait là quelque chose qui était singulier, intéressant, très, très prometteur au fond, très prometteur. Oui. Et en effet, parce qu'on est tous, tu l'as dit, démunis devant toutes ces choses qui ne marchent pas, qui sont parfois condamnées à ne plus marcher, comme on appelle ça, de l'obsolescence programmée. Il y a tout ça dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Ces objets qui nous rendent dingues quand ils ne marchent plus, quoi. Après, c'est vrai que le film s'est vraiment inventé en faisant, c'est-à-dire j'ai fait une première visite chez Patrice, dont la machine se bloque, et j'en suis revenu en me disant il y a un film à faire. Mais c'était pas prévu comme ça. C'est cette première visite qui a déclenché le mouvement du film. J'ai pensé il y a quelque chose qu'il faut essayer de continuer. Parce que c'était quand même assez frappant. Ces 2 garçons qui viennent chez Patrice pour réparer cette machine n'en ont jamais vu de leur vie. Et oui, ils en ont vu au cinéma, mais ils n'ont jamais vu une machine à écrire de leur vie. Et donc, ils posent toutes les questions. Ah oui, le ruban, ah c'est ça le ruban, etc. Enfin, et donc, Patrice intervient tout le temps en disant et là, il y a un truc, là, et ça, et ci, et ça. Bref, cette machine, on la retourne dans tous les sens, dans tout. Formidable. J'avais qu'une envie, c'est que partout des appareils sur des tracks. On va revenir sur la machine à écrire. Lina, tu voulais répondre sur le burlesque aussi. Oui, tu disais quelque chose, ça me faisait associer opposition des corps aussi, avec les objets. Oui. On est à l'envers, enfin, on se tord. Il y avait quelque chose là aussi qui t'intéressait dans la position des soignants. Tout d'un coup, c'est nous qui sommes un peu inadaptés, quoi. Enfin, nous qui ne connaissons pas cette machine à écrire, enfin, ça se déplace, quoi. Là aussi, tu nous fais déplacer le curseur de quelque chose qu'on partage. Mais je me souviens, c'est le corps aussi qui t'intéresse. Ces visites ne sont pas sous le signe du burlesque non plus. Hein. Je crois pas. Hein. Quand on est avec Yvan et Gad, c'est pas de cet ordre-là. Et Muriel, c'est pas de l'ordre du burlesque non plus chez Muriel. Il y a des moments... Elle est très touchante, il y a des moments drôles de par notre échange, de par les échanges, de par son côté son côté ironique, l'humour qu'elle peut avoir. Elle est drôle parfois, Muriel.
elle n'est pas que drôle, elle est aussi très, très en souffrance. Mais par moments, elle se laisse aller, elle rit elle-même à un moment d'une ou deux choses qu'elle dit. Oui, c'est aussi son rapport à la langue. Ouais. Quand tu lui demandes sur quoi elle écoute. Si elle écoute, si elle le met en boucle, Oui. vous l'écoutez en boucle? Non, je l'écoute en CD. Les mots pour les choses, enfin, toute cette confusion-là. Je pensais à un moment, avant que je trouve ce titre, j'avais en tête le titre que j'aurais emprunté à Michel Foucault, Les mots et les choses. Alors je reviens sur la machine à écrire, et à ta place, à toi, et à ton intervention. Oui. Parce que cette première séquence relève aussi d'une logique du burlesque, parce que c'est littéralement un slow burn. Un slow burn, c'est une variété de burlesque qui joue sur l'étirement du temps. Et là, la conversation n'en finit pas, la difficulté à identifier les problèmes, à le nommer, etc. Et du coup, on se dit, Nicolas va intervenir pour lancer, comme si un slow burn, tu le fais très peu. Et il y a deux questions du coup que tu ne poses pas. Et je me suis demandé si ça te brûlait la langue, ou si le fait que tu saches déjà le dispositif, grâce à Sur l'Adamant, tout ça, tu avais préservé ces questions. C'est un, vous ne voulez pas passer à l'ordinateur. Cette question de l'ordinateur étant présente par ailleurs. Et puis deux, mais à partir du moment où ces textes, il les écrit à la main avant de les dactylographier sur cette... À un moment, il dit que ça l'empêche de continuer à écrire et qu'il a beaucoup de retard. Et je crois qu'on comprend, nous, qu'il n'écrit plus du tout parce qu'il n'a plus de machine. Et alors peut-être que on ne comprend pas ou qu'on n'a pas toutes les données. Ou... Et il y a un truc où moi j'attends que tu dises mais vous pouvez continuer à écrire à la main ou... Donc ces deux interventions-là, le rapport entre l'écriture manuscrite et l'enregistrement par le biais temporaire de la machine à écrire et la possibilité d'accéder à l'ordinateur pour pouvoir préserver l'ensemble de ces textes, c'est des choses que tu fais pas ou que tu fais a posteriori? Non, j'ai pas l'idée de l'interroger sur un éventuel passage à l'ordinateur, mais absolument pas venu à l'idée. Mais tu en avais discuté sur l'Adamant. Tu as assisté à une discussion avec lui où on parlait de ça. Oui, Donc oui, tu avais la donnée, j'avais la réponse. savais, Je savais tu que savais la oui. réponse. Oui. Ceci explique cela. Oui. Ne pose pas les questions, donc tu as déjà les réponses. Juste pour revenir sur donc, ce rapport à l'objet, il est structurant pour plusieurs des patients que tu vois là. Et néanmoins, tu t'y attaches parce que, et on le voit assez clairement, ces objets qu'il faut réparer deviennent une sorte de métaphore aussi de ces personnes qu'on perçoit dans la société comme eux-mêmes un peu cassés et dont on essaye par le biais de la psychiatrie dans ses méthodes d'écoute de les réparer aussi. Enfin, il y a cette espèce de deuxième degré de lecture. Comment tu l'intègres? Qu'est-ce que tu en fais, j'allais dire, dans le montage général pour que ce soit plus seulement le duel entre l'homme et l'objet, ce qui ça est une figure burlesque, mais que ça devienne en plus une sorte de discours sur les êtres eux-mêmes et pas seulement sur les objets dont ils ont du mal à... Surtout pas sur le nier, cette chose-là. Il me semble que ça parle... Le film parle de ça. Si on le regarde, on le sent, on le comprend. Et pour moi, il s'agit pas de... Il me semble que c'est clair. Quand... je sais pas... Et là, tu dis que tu n'es pas clair quand tu dis que c'est clair. Le fait que ces objets sont comme le prolongement d'eux-mêmes. Que quand ces deux garçons sont avec leurs masques chirurgicaux sont penchés sur cette machine à écrire, c'est au-delà de la machine, c'est Patrice qu'ils viennent réparer, bien sûr. Et il me semble que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en faire du discours. Je crois que c'est là, c'est présent. Muriel racontant comment le silence est insupportable, les murs blancs, le silence, lui font penser à l'hôpital, la renvoie à
ses angoisses, sa solitude, etc. Et quand elle met la radio l'insulte. On comprend que pour elle, Janice et ses... et ces musiques, c'est les musiques qu'elle aime, c'est essentiel pour elle, quoi. Et on comprend que c'est une rockstar, Muriel. Mais oui, dans son rapport à la musique, ça l'anime. Oui. Ça la protège de la mort blanche, comme on dit. Oui. Je vais quand même en faire du discours une phrase. Oui. Parce que si on file cette métaphore, j'ai l'impression que ça raconte quand même une chose que je trouve très jolie. Alors du coup, je la formule. C'est qu'en fait, ils ne sont pas cassés, ces objets, souvent. Il suffit de lever le couvercle, de souffler sur un CD. Et en fait, dans les non-réparations, qui ne sont pas de l'ordre justement de la chirurgie ou d'une intervention lourde, mais qui sont au contraire de l'ordre de l'attention, Oui. ben là, il y a quelque chose qui se raconte sur le soin nécessaire du patient. Absolument. Oui. Ça, c'est pas à toi de le dire, mais un critique peut le dire. Moi, je trouve que ça résonne, en effet, avec ce que c'est une psychiatrie digne de ce nom, un soin digne de ce nom, qui se donne tous les moyens pour rentrer en relation avec les autres et qui vient souffler un peu sur les braises du désir, quoi, pour relancer quelque chose. Oui. Et c'est vrai que ça résonne fort, par le biais des objets qui appellent au secours. Mais on voit bien comment, chez Muriel, après on passe à autre chose, elle propose un café, tout d'un coup elle propose un café. Elle vous accueille. Tout d'un coup, le disque de Janice marche, et c'est bon. Et là, bon, qui veut un café? Ça y est, il y a un truc qui... Un élan, il y a un élan retrouvé, si je veux dire. Enfin, Oui, bien sûr. elle propose un café, elle va chercher ses photos, on parle de décorer l'espace, enfin, il y a quelque chose de très beau dans aussi la manière dont les deux garçons sont auprès d'elle, je trouve qu'ils sont magnifiques. Walid et Jérôme dans ce oui, très délicat, très subtil, supportant les silences, sans grand discours aussi, comme ça, d'une présence. Et Muriel le dit très bien, quand ils ne sont pas là, ça chute. La décoration de sa chambre, on lui demandera ce qu'il en est. Qui veut poser la première question pour faire le premier retour? Je rappelle que c'est la 17e. La 17e, ouais. Dominique. Moi, c'est à peine une question. Merci pour ce film magnifique. En le regardant, je me demandais si je pouvais essayer de saisir l'extrême plaisir pris à le regarder. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est tellement merveilleux à regarder, quoi? Alors, je ne sais pas, vous aurez peut-être des idées. Moi, je me disais qu'il y avait une sorte d'écho entre ta manière d'écouter et de regarder ces portraits, en fait. Hein. C'est presque comme si tu étais le peintre de la fin, d'écouter et de regarder, et puis la dimension utopique d'un autre monde qui est porté par ces deux garçons qui viennent là proposer de l'humanité, comme toi avec le film, dans l'écriture du film, très concrète, quoi, qui viennent proposer de l'humanité à la place de tout ce qu'on connaît et qui nous étouffe. Mais pourquoi ce film nous donne tant de plaisir simple? Il y a une espèce de limpidité dans le film qui, vraiment, là, je trouve que tu as atteint de façon magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu peux en dire quelque chose de... Merci. Parce que ça vient d'un travail. Ça vient d'un travail. Alors, quand on voit le film, ça donne le sentiment d'une espèce de naturel. Et là, quelque chose se passe, tu le filmes, et voilà. Et on a un portrait merveilleux de tout. Intérieur, extérieur, critique, utopie en même temps, comme si de rien n'était. Et c'est pas tombé du ciel non plus, peut-être.
Alors, est-ce que tu peux en dire quelque chose de ce travail? Je peux dire peut-être quelque chose du lien que j'ai avec ces personnes, qui est un... Je suis très touché par les personnes que j'ai filmées là, par leur extrême sensibilité, c'est des gens, en tout cas 3 d'entre eux, que j'ai maintenant, que je fréquente depuis un moment. Je les ai connus sur l'Adamant, des personnes avec qui je passe encore du temps. C'est pas fini pour moi. Chaque aventure cinématographique, c'est en même temps un champ de... C'est une aventure humaine qui ne s'arrête pas quand le film est fini, qui se prolonge presque toujours. Donc, je pense que le film est le fruit de ce lien de connivence. C'est d'abord ça qui me vient à l'esprit. Je pense que le film porte cette trace-là quelque part, même si c'est un peu... Peut-être qu'on l'entend un peu dans mon échange avec Muriel. Y compris quand tu manges du chocolat, oui. Non, mais ça c'est autre chose. Non, mais tu peux pas te permettre ça s'il n'y a pas un jeu de connivence avec la personne. Absolument. C'est vrai que je suis pas gentil, j'ai refusé son café, le chocolat. Mais Nicolas, c'est quand même... Enfin, moi, mon hypothèse, c'est quand même que tu n'aurais pas pu commencer par ce film. Ah, c'est ben non. Voilà. Non. Quand même, il y a une espèce de traversée, Oui. de perlaboration. C'est pris dans un tissu relationnel, mais voilà, il y a eu de l'étoffe avant de pouvoir Oui, être ben. accueilli chez des personnes. Enfin, nous, Oui. quand on Oui. accueille quelqu'un, on veut que ça soit rangé, etc., etc. Là, on a des personnes quand même extrêmement poreux à ce qui se passe, peuvent se sentir très vite envahis, persécutés, tout ça. Pardon, tout ça, quoi. Oui. Donc, c'est quand même le fruit, en effet, de toute une traversée. Oui, oui, oui. Pas que physique, relationnel, mais aussi, toi, me semble-t-il, tout un travail de digestion. Je sais pas très bien parler de ce film. Hein. C'est tout neuf pour moi. Cela dit, tu dis ça, et dans les dossiers de presse, tu dis, en fait, si ça m'intéresse autant l'écoute, c'est parce que je sens assez souvent en difficulté avec la parole. Oui, Et j'ai trouvé ça très honnête et hyper intéressant. oui, je suis quelqu'un il m'arrive de ne pas pouvoir parler du tout, même dans certains cas, de commencer une phrase et de m'arrêter. Je suis... Quelquefois, je suis très à l'aise, mais parfois, je ne sais pas parler. J'y arrive pas, ça bloque. C'est quelque chose depuis toujours chez moi, je sais pas. Il faut faire avec. Ça va. Allez, vas-y. Bonsoir. Ce que j'ai trouvé extrêmement beau, particulièrement beau dans ce film, c'est un mot que vous n'avez pas prononcé sauf une fois, c'est qu'il permet à toutes ces personnes d'entrer en relation. Et à partir du moment où, alors à partir des objets cassés, à partir de petits problèmes, de la solitude, etc., particulièrement, c'est donc Muriel, je crois, après, elle va proposer le café, etc., etc. Et là, brusquement, il y a une espèce de relation magnifique, enfin, c'est un épanouissement. Enfin, moi, je trouvais ça très bouleversant. Et en même temps, je me disais, mais en fait, on est comme eux. Enfin, il n'y a pas tellement de différence dans le sens que qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? On a besoin d'être en relation, de communiquer. Et eux, à travers ce qu'ils racontent et à travers également ces appareils cassés, on peut un peu imaginer ce qui a pu être brisé pour eux auparavant. Mais avec la caméra, avec votre regard, il y a quelque chose d'absolument magnifique qui apparaît. Et qui les transforme. Enfin, pas qui les transforme, qui leur redonne l'humanité. Alors, ma question, comme une question, c'est
Et après, parce qu'en même temps, on sent qu'ils ont été tellement tirés d'un gouffre et heureux à un moment donné. Alors, peut-être aussi les personnes techniques autour d'eux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le film a été fait, une fois que les objets ont été réparés, est-ce que il a bien dû se passer aussi quelque chose pour eux d'avoir participé à cette expérience? Non? Alors, on peut répondre sur plusieurs plans. Pour ce qui est du film, ils et elles sont extrêmement impatients de voir ce film. Ils n'ont toujours pas vu. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt, mais on va leur montrer, évidemment. Alors, comme je suis d'accord avec Linda sur le fait que tu tiens très très mal ton micro, tu as un problème avec les objets, non? Du coup, je vais te donner celui-là qui a l'air de fonctionner mieux. Ah, Mais il faut en face de la bouche. Comme ça. Ah oui. On t'entend bien. Oui. C'est mieux. Non, c'est peut-être le micro, c'est le micro. voilà, donc, jusque-là, ils n'ont pas vu le film. Il y a une profonde impatience, un désir de le voir. Mais après, je sais pas que dire. Est-ce que ça a changé leur vie? Non, je sais pas le dire. C'est une aventure à plusieurs étapes. Oui. Sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks, celui-là. Et pendant le tournage, ça a soutenu un élan, un désir. Et ça modifie le quotidien des soignants comme des soignés. Et on est toujours un peu là-dedans, même si là, les deux films sont sortis. Où est-ce que passe le film? Comment réagissent les gens? Est-ce que ça modifie le regard sur la folie? Enfin, des questions comme ça. Là, ce film-là n'a pas encore été vu. Il aurait pu que quelques personnes soient présentes ce soir, c'est pas le cas. Mais voilà, donc on ne peut pas encore anticiper. Muriel est très impatiente. C'est le coup de faire un film quand vous le montrez. S'il vous plaît. Je peux poser une question, je suis là, dans le fond de la salle. Ah oui. Oui, je voulais juste vous poser une question un peu technique par rapport au portrait de Muriel. Oui. Elle parle à un moment de sa curatrice. Oui. Et la question que je me posais, c'est... Bon, je connais un petit peu la problématique des curateurs. Elle a son droit de décision d'être filmée, mais sa curatrice, quelle est la position, enfin, votre position par rapport à ça? Est-ce que la curatrice a le droit, par exemple, de s'opposer ou d'approuver? Et puis, même de manière un peu plus profonde, où en est la justice, c'est-à-dire les juges des tutelles, est-ce qu'ils interviennent? Et la question, elle est un peu plus large dans tout votre travail avec les malades. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que c'est la parole du malade ou de la malade qui prime? Quelle est votre position philosophique, éthique par rapport à ça? Je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes très clair. Je ne dirais pas, je m'en fiche, parce que ça serait un peu... ce qui m'importe, c'est l'accord de la personne que je filme. Je la considère comme... je me suis adressé à des gens dont je pensais qu'ils pouvaient, en pleine conscience, dire oui ou non au fait d'être filmé. Et je dirais, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Je considère toutes ces malades, comme vous dites, comme des sujets, des personnes capables d'en décider. Mais je l'ai expliqué dans le débat précédent, à propos du film précédent, Averroès et Rosa Parks, il y a des patients à l'hôpital que je n'ai pas souhaité filmer parce que je les pensais trop, peut-être pas assez conscients de la nature de la proposition qui était la mienne, filmer un entretien.
ou pas tout à fait capable d'en mesurer toutes les conséquences. On les mesure jamais toujours d'ailleurs, hein, même, parce qu'on peut pas lire dans l'avenir, mais quand même accepter d'être filmé, d'être donc montré, donné à voir par des spectateurs, à des spectateurs, etc. Ça suppose voilà, un échange avant. Bon, pour moi, ça faisait pas de doute avec ces personnes-là. Toutes ces personnes ont accepté volontiers que je vienne. Seul Gad, c'est le seul que je n'ai pas rencontré en amont, qui a fait irruption chez lui pendant qu'on tournait. Mais les autres, ça a été parlé avant, bien sûr. Et ça a été parlé aussi avec l'équipe, pas seulement moi. C'est chaque fois les personnes qui viennent à domicile ont posé ou reposé la question pour être sûr, voilà. Peut-être juste pour ajouter que ça rejoint un peu la logique de soins finalement dans un système, pourrait-on dire, qui peut enfermer autant les soignants que les soignés, c'est d'essayer de faire en sorte que les uns et les autres soient un peu acteurs, un peu sujets de la chose, et de leur donner aussi la possibilité de pouvoir dire oui, je veux être filmé, ou non, je ne veux pas être filmé. C'est aussi leur reconnaître cette part de décision et d'humanité là. Ça fait partie de la même logique. Pris évidemment dans tout ce que vient de dire Nicolas. Monsieur, allez-y. Bonsoir. En fait, c'était juste un petit commentaire par rapport aux modalités des rencontres là qu'on a vues et qui m'a interpellé. C'est que c'est pas facile quand même de rentrer chez quelqu'un. C'est pas facile peut-être de rentrer chez quelqu'un qui aussi peut-être a un rapport à son intérieur, à son corps délicat, je dirais, comme ça. Et que en fait ces objets d'abord physiques, par exemple la machine à écrire, le lecteur CD, l'imprimante et puis le rangement, on va dire, c'est une manière de prendre de biais l'objet sensible, qui est l'écriture, le son, le fait de pas quoi savoir faire avec les objets, pour le troisième, parce que il ne sait pas à quel point il doit être pragmatique ou pas dans la vie. Et pour le quatrième, l'objet, c'est la maison. Donc il y a vraiment ce truc à chaque fois, je dirais comme ça, de l'enveloppe, en fait, qui est abordée sous ses différentes facettes, même artistiques finalement, parce qu'on a la peinture, on a la poésie et la musique. Bonsoir Nico. Moi, je me sentirais incapable de faire les films que tu fais. Je parle de cela. Et je t'ai posé la question des fois, tu m'as répondu à moi. C'est comment tu ressors de tout ça. C'est pas une fiction, c'est un documentaire. C'est pas une fois, une journée. C'est sur le long terme, pendant des mois et des mois, avec ces gens que tu connais. Donc finalement, tu les connais aussi bien que nous. Et comment toi, tu te... Je dis, t'es rentré en immersion dans ce monde de la psychiatrie, c'est pas la première fois. Déjà, la moindre des choses, ça va déjà donné. Tu as fait d'autres choses qui sont plus, je dirais, légères. La maison de la radio, Nénette, tu peux observer ça, et c'est du réel, et tu as toujours le sourire à le faire. Là, tu as dû te prendre quand même des moments très durs. Donc, comment... je sais pas, moi, j'ai filmé des secouristes, et certains m'ont raconté qu'ils dormaient pas la nuit, de choses qu'ils ont vécues. Donc, comment tu sors indemne de tout ça après un si long parcours? Est-ce que tu t'imagines continuer encore ce travail? Tu n'es pas le seul documentariste, Wiseman, de Pardon aussi, aborder ce thème-là, mais toi encore plus, et de façon encore plus profonde, je dirais. Donc,
comment tu en sors indemne ou pas de tout ça? J'emploierai pas ce mot, j'en sors. J'en sors. Je suis pas grand, mais j'en sors un peu grandi. J'en sors comme quelqu'un qui a multiplié des belles rencontres, qui a fait des belles rencontres, qui a au passage perdu un peu de ses préjugés, qui a été amené tout au long à réfléchir sur notre monde, sur l'état de la société, sur moi-même, sur ma place par rapport à ce que j'interroge au fond, c'est ce que je peux avoir de proche ou pas avec ces personnes. C'est ça qui me tient au fond, parce que quand on fait un film comme celui-là ou comme cela, c'est qu'en même temps on se cherche un peu, on interroge ses propres résistances, ses propres limites, on se met un peu en danger. Je dois dire que j'ai filmé dans ces 3 films des gens qui ont été extrêmement attentifs à ce que je faisais, bienveillants, accueillants, la preuve. J'ai été accueilli par les soignants, par les patients, par les passagers de l'Adamant. Ils m'ont fait une petite place. Ils ont répondu à mes attentes. Au fond, moi, je venais sans trop savoir ce que j'allais faire là. Mes films sont jamais préparés en amont, le moins possible. Mes films sont des rencontres, proposent des rencontres. Je vais à la rencontre d'un lieu, d'un groupe, de quelques personnes. Et toutes ces personnes que j'avais envie de filmer m'ont beaucoup apporté. Donc je n'ai jamais été en difficulté de par les relations avec les uns et les autres. Filmer sur l'Adamant, c'est compliqué pour 1000 raisons. Il y a des reflets, filmer une réunion quand il y a 30 personnes, c'est très compliqué. Mais les difficultés que j'ai rencontrées, elles ne sont pas du tout d'ordre relationnel. Même si quelquefois c'est... Ça frotte quand même un peu. Quelquefois on est tout d'un coup envahi soi-même par des peurs. Donc j'en reviens... En fait, j'en reviens pas complètement. Je suis jamais complètement revenu de Laborde. J'ai tourné à Laborde en 95, et quand je dis j'en suis jamais complètement revenu, ça ne veut pas dire que j'ai par rapport à ce tournage à Laborde un quelconque sentiment de nostalgie, mais c'est parce que les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai fait ce premier film, La moindre des choses, ont été pour moi des rencontres si fortes que j'ai l'impression que ça m'a marqué pour toujours. Parce que j'ai rencontré là des gens qui m'ont ouvert les yeux sur moi-même, sur les tourments de l'âme, sur la complexité de l'âme humaine, qui n'ont cessé au fond de me déloger, je vais le dire autrement, faire des films en psychiatrie, c'est la garantie de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de ne pas s'endormir du tout, parce qu'on y rencontre des gens qui vous dérangent, qui vous questionnent, qui vous bousculent, qui vous interrogent, qui vous mettre face à vous-même, bref. Et c'est, de ce point de vue, c'est formidable. On est
tenus en éveil, parce que on ne la leur fait pas. Hein, les gens qu'on rencontre en psychiatrie, c'est des gens à qui on ne la fait pas, d'une certaine manière. Je le dis comme ça, mais c'est des gens qui sont perpétuellement en quête de sens. Des gens qui vous poussent, qui vous obligent à quitter votre zone de confort, qui vous poussent dans vos retranchements. Une discussion sur l'adamant, il faut répondre. Il ne faut pas répondre à côté, ni par des pirouettes, ni faire des réponses superficielles. On vient vous chercher vraiment. Que rêver de mieux dans la vie, hein? On est mis sur le grid, mais pour un cinéaste, c'est moteur, c'est porteur, c'est... Ah, bah bien, c'est pas mal. Monsieur, pour l'avant-dernière question. L'avant-dernière? Oui, c'est une belle image, celle qui est derrière vous, avec ces trois personnes qui sont vraiment centrées, là, intéressées par cet objet technique, cette machine, qui est plus qu'un objet technique, bien évidemment. C'est un objet qui dysfonctionne, ça ne va pas, il y a un truc qui s'est mis en travers, un axe qui n'est pas au bon endroit, et tout le monde est intéressé. Hein. C'est pas du semblant. Les personnes qui font ces visites à domicile, elles y sont vraiment à tenter de réparer cet objet qui, on le verra, représente tant pour chacun. Hein. Mais c'est cette façon véritable de s'engager dans cette réparation de la machine, par exemple, qui fait que là, en effet, il se passe quelque chose autour de ce bout de réel, c'est-à-dire de ce qui ne va pas. Et à partir de ce qui ne va pas, c'est là où ils font une demande, ces personnes qui sont dans ces appartements que vous visitez, parce que véritablement, ça représente quelque chose pour eux, donc ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Ces visites à domicile n'ont rien d'intrusif, n'ont rien d'artificiel, mais au travers de cela, il se passe tellement de choses. Voilà. Alors, c'est tellement de choses qui font qu'ils se rencontrent. Regardez ces trois regards sur cet objet. C'est formidable. Cependant, il y a des moments où je ne suis pas d'accord pour dire que c'est du burlesque. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y aurait toujours de l'humour ou du trait d'esprit. Voilà, pour moi, s'il y a du burlesque, c'est peut-être pour nous. Quand il y a des rires dans la salle, je ne suis pas sûr que les personnes qui disent qu'elles écoutent, non, elles n'écoutent pas la musique en boucle, elles l'écoutent d'une certaine manière. L'équivoque signifiante, on repère bien que là, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Nous, ça nous fait rire parce que ça nous renvoie à justement cet équivoque signifiant. Pour certains d'entre eux, c'est un certain niveau, c'est au premier degré qu'ils l'entendent. Et ça ne fait pas rire du tout. Et pourtant, voilà, il y a la possibilité d'une rencontre avec ces différences d'accès à ce réel. Voilà. Et je trouve que vous avez montré ça très très bien, et de façon, en effet, très humaine, comment à travers ces différences, il y a des possibilités de rencontre. Voilà. Et votre film est magnifique. Merci. Mais c'est vrai que ce que ça dit, c'est que c'est qu'on ne parle pas toujours la même langue. En fait, c'est ça que ça raconte. Et ce qui peut faire rire, c'est parfois ce décalage, au fond, d'une part, et d'autre part, quand même, dans la première visite, le fait de la retourner dans tous les sens, cette pauvre machine, là il y a quelque chose de drôle, mais c'est jamais au dépend de quiconque. C'est la situation. Si on rit un peu, c'est presque plus au dépend de ces deux garçons parce qu'ils n'en ont jamais vu et qu'ils essaient désespérément de... Ils n'en ont jamais vu.
mais on rit aussi de notre incapacité, parce qu'on s'y voit et on ne saurait pas faire. Oui. Oui, parce qu'on sait qu'on ne saurait pas faire. Oui. Bah, peut-être pas. Qui pose la petite dernière? Ouais. Oui. Il y en a deux. Oui, bonsoir. Moi, c'était beaucoup plus simple. C'était par rapport à votre titre, qui m'a fait penser à du Delerme. Je ne sais pas si c'était voulu, mais ça fait... Non, c'était pas voulu, mais... Parce que ça pour dire gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, et ça me faisait un peu penser à ce titre, avec s'intéresser à des toutes petites choses qui finalement disent beaucoup. Maintenant, il n'y avait pas de lien avec Delerme. Tu mets un micro, non? Bonjour. Moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est dans chacun des personnages, des situations, on retrouve l'art sous toutes ses formes. On retrouve l'art, c'est-à-dire la musique, Muriel qui aime écouter ses CD, la première personne qui écrit des poèmes, et le troisième qui joue du piano. Et la troisième personne en particulier, elle est souvent un petit peu triste, figée. Quand elle se met à jouer du piano, elle vit, ou elle se rapproche des autres personnes, elle revit. Et le quatrième, il est entouré avec ses disques, ses œuvres, et puis ses livres aussi, et ses blagues là, enfin, sur Cocteau, magnifiques. Et donc en fait, la machine, tout ça, justement, ce sont des choses qui marchent plus, et du coup ils ne peuvent plus vivre leur art, c'est-à-dire qui fait leur joie de vivre, leur nourriture. Par exemple, Muriel, du coup, elle pouvait plus écouter ses CD, maintenant elle va pouvoir revivre. Et pareil pour la personne qui écrit des poèmes, voilà. Et puis la quatrième personne, comme elle aura plus de place, elle pourra voir les œuvres grandes avec du recul et en profiter plus, voilà. Donc j'ai vraiment senti l'art dans chacune des situations. C'est peut-être un moyen aussi, peut-être pour aider en psychiatrie. Il faut dire que c'est un but important dans la vie aussi. Je pense sous toutes ses formes, que ce soit la musique, la littérature, la peinture, etc. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait. En tout cas là, c'est des solutions singulières de chaque personne. Oui. Hein, et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de soutenir ça. Cette solution singulière qui est pour Muriel, la musique, pour Frédéric, tout son univers, pour Patrice, graphoman, en effet, soutenir cette écriture-là. Et ça passe par le passage de la machine, etc. Enfin, c'est ça. Moi, je vais répondre à ta place sur cette question. Non, j'ai pensé, parce que le film est quand même assez marqué par l'atmosphère post-Covid, qu'on évoquait tout à l'heure sur la précédente rencontre, qui a aussi à voir avec la question du confinement et de la dimension carcérale qu'on voit au début. Et j'ai pensé qu'en fait, cette trilogie était probablement une des œuvres récentes les plus fortes pour rappeler que l'art n'est pas secondaire et insignifiant, contrairement à ce que les politiques ont essayé de nous faire croire pendant la période de pandémie. Et que ce soit des gens comme ça un peu fragiles et cassés qui viennent nous rappeler à quel point c'est essentiel, ça me paraît aussi un geste politique extrêmement fort. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et bonne soirée.